Donc bonjour à tous, bienvenue ici donc par rapport à ce cours-ci sur la première partie de votre livre de slides sur le béton. Alors ce qu'on va faire ici, donc comme vous le voyez en première partie de chapitre, c'est l'introduire et essayer de le définir dans la plus brève expression qu'il soit, puisque c'est déjà une matière que vous avez déjà vue en première année. Alors le béton à la base, comme vous le voyez, est une matière donc multiple, complexe on va dire, puisqu'il y a plusieurs composants qui interviennent dans la création de ce matériau. Vous avez donc la pâte dite solide qui est composée donc de granulats qui peuvent être composés de granulats de différents types de diamètres. Il peut y avoir aussi un peu de sable, il peut y avoir aussi des granulats de type un peu poreux ou léger ou plus dense comme de la pierre plus lourde. Donc la masse solide est vraiment composée d'une pierraille mais qui peut avoir différentes natures et différentes masses volumiques. On a ensuite, comme vous le voyez, la partie donc grise qui englobe un petit peu tous les matériaux. C'est le ciment, c'est la pâte collante, comme je dis, c'est l'élément qui va créer cette sorte de colle, ce lien en fait entre les différentes particules solides. Et puis il y a l'eau qui génère cette particularité du béton à pouvoir être travaillé et être mis en place suivant différentes formes que l'on souhaite. Alors il peut y avoir ensuite par rapport à cela la notion d'un ajout d'un produit spécifique qui peut être un adjuvant qui améliore les caractéristiques du béton. Ça peut être un retardateur de prise pour laisser le béton prendre un petit peu plus longtemps, un accélérateur par contre de prise qui permet au béton de sécher plus vite et d'être plus vite prêt. Il y a des plastifiants pour les faire couler dans des endroits un petit peu plus spécifiques. Enfin, il y a toute une série réelle d'adjuvants qui vont leur permettre de modifier leurs caractéristiques de base. Alors donc cette pâte de béton a cette texture-là, mais bon, elle n'est pas nécessairement uniformément la même pour tous les types de béton. On voit ici apparaître le granulat avec différents types de diamètres qui s'organisent dans la pâte qui est plus ou moins liquide, donc cette pâte un peu grise comme ceci qui est le mélange d'eau et de ciment, et cette pâte permet à tous les granulats de s'interconnecter entre eux quand il y a une reprise d'effort nécessaire à faire par le béton. Alors qu'est-ce qu'on a sur le marché comme type de béton? On a un peu tout. Les bétons courants, comme je dis, c'est un peu tous les types de béton que vous allez rencontrer dans votre vie pratique professionnelle, qui est le béton dans lequel on va mettre les barres d'armature, donc qui est le béton armé, pour lequel on a une masse volumique ρ équivalent à plus ou moins 2500 kg par mètre cube. Les bétons non armés, donc ceux qu'on utilise pour faire des chapes, pour faire des dalles sous des petits poteaux pour des clôtures de jardin ou des trucs ainsi. Ça c'est du béton dans lequel il n'y a pas besoin de mettre des armatures, c'est du béton non armé et on tourne à plus ou moins 2200 kg par mètre cube. Pour ce qui est des bétons lourds, donc qu'on utilise dans le domaine notamment nucléaire pour faire la coque autour du réacteur, là on va utiliser des bétons excessivement lourds puisque ça doit résister quand même à une explosion à l'intérieur qui est quand même conséquente. Donc les épaisseurs des parois qui composent la coque autour des réacteurs fait pas 40 cm, c'est au minimum 1 mètre d'épaisseur, avec une densité de béton, vous le voyez, qui est presque 3 fois celle d'un béton armé. Pour ça, on utilise des pierres qui ont des densités, des masses volumiques bien plus élevées, plus denses encore, et c'est ça qui alourdit en elle-même la pâte même du béton, avec en plus une granulométrie très très étalée pour vraiment avoir un béton le plus dense possible. Alors les bétons de granulats légers, qu'est-ce qu'on entend par les granulats légers? C'est tout ce qui concerne les granulats, par exemple, comme les cendres de lave, par exemple, la pierre ponce, l'argex, aussi avant on en faisait avec un béton d'argex. Ce sont des granulats qui sont vraiment à base de quasi mousse, on va dire, qui a beaucoup d'air à l'intérieur, et ça allégeait très fortement ces types de béton. On les utilisait souvent en rénovation pour essayer de réégaliser une pente qui n'était pas parfaitement respecté, ou alors remettre un plancher à plat, ça pouvait être encore aussi utilisé. Le béton cellulaire, c'est celui que vous connaissez de chez Ytong, pour ne pas le citer. C'est un béton blanc fait à base de béton de mousse, qui a des propriétés isolantes et qui, du point de vue de la résistance à la compression, est tout à fait correcte.
Les bétons fibrés, c'est ce qu'on utilise plus pour faire des radiers ou des dalles sur sol pour des halls industriels qui ont la particularité, comme on le verra, d'avoir une orientation des fibres dans toutes les directions et qui permet une reprise vraiment ponctuelle, même d'un effort au poinçonnement, mais qui résiste aux flexions bicomposées dans les deux sens de votre dalle. C'est tout à fait faisable. Les bétons haute performance et précontraints, c'est ce qu'on utilise surtout dans des éléments de structure où on cherche un élancement ou une portée élevée avec une section faible et un poids propre faible. Pour ça, on doit utiliser donc des ciments de meilleure qualité avec des granulats qui ont un étalement dans la granulométrie qui est bien étudié. Et là, on obtient des capacités de béton qui résistent à des dizaines de kilos au millimètre carré. Donc sur 1 millimètre carré, vous savez reprendre plusieurs dizaines de kilos sur 1 mm par 1 mm. Donc c'est des bétons qui coûtent très cher mais qui ont une excellente capacité de mettre en place des éléments qui sont tout à fait élancés et pas très lourds. Le Max Light, c'est un béton spécifique qui est translucide et qui est fait à base de fibres optiques, on va dire, qui sont des fibres transparentes comme on utilise dans la télécommunication. C'est très spécifique, ce design, c'est pas tellement structurel, ça n'a pas une capacité portante extraordinaire, c'est plus pour les œuvres d'art que réellement faire un béton translucide de A à Z. Alors il faut savoir que le béton, peu importe la nature de la maison, est toujours présent, sauf si vraiment vous faites une maison complète, et ça arrive, où il n'y a pas du tout d'utilisation de béton, ça arrive, mais la plupart du temps, il y a au minimum un pourcentage à l'intérieur de la fabrication de ces maisons de béton. Il faut savoir qu'ici en Belgique, plus ou moins 80% des maisons unifamiliales qu'on construit possèdent des bétons à l'intérieur. Les 20% restants sont pour l'ossature bois et les murs de briques préfabriqués. Donc là, on n'a pas nécessairement la nécessité d'aller utiliser du béton. Pour ce qui est le génie civil, là, c'est le grand gagnant de tous les matériaux qu'on pourrait rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'arriver à faire des hauteurs pareilles, des dimensions pareilles et des portées pareilles, tout en étant capable de supporter des charges importantes, on ne peut pas faire des ponts pareils en bois ou en pierre. Les Romains, sinon, l'auraient déjà fait avant nous, et les Égyptiens aussi. Donc, voilà, il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour avoir réellement parlant le béton qui prenait son essor avec la création de buildings, de ponts d'autoroutes et autres qui amènent un rapport qualité-prix qui est tout à fait abattable pour n'importe quel type de structure. On peut faire des structures en métal, bien sûr, mais type 100% métal, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser. Ça se fait, ça se réalise, mais les portées alors sont un petit peu moindres que si c'était réellement un pont complet de 300 mètres. Alors le béton a des avantages certes, et on vous en a déjà cité quelques-uns, mais il a aussi des inconvénients, notamment le fait que quand on travaille avec du béton armé, les armatures ne se placent pas toutes seules sur site. On doit pouvoir être capable de les mettre en place. Ça va ? Et malheureusement, l'homme n'est pas parfait, sinon ce serait un petit peu dommage, mais voilà, c'est la réalité humaine. C'est qu'on peut faire des erreurs, et qu'à un moment donné, si on fait des erreurs de pose ou de placement de barre, ça peut avoir une conséquence structurelle sur le bâtiment ou l'ouvrage. Et ça, c'est un inconvénient, parce qu'il faut toujours bien vérifier les plans, au moins une fois ou deux, avant de commencer à faire les éléments. Alors en outre, les conditions atmosphériques, forcément, lors de cette pose, peuvent être tout à fait favorables, mais ils peuvent être parfois défavorables. Il peut pleuvoir, il peut y avoir de la neige ou geler. Quand vous devez souder des armatures ou les coupler, c'est plus difficile de travailler quand il fait froid ou quand il fait trop chaud. Et donc, pour essayer de limiter au plus possible ces impacts, on peut bien évidemment travailler avec des armatures préfabriquées en atelier qu'on vous livre. Ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, vous mettez ces armatures dans votre coffrage que vous avez créé sur le chantier. Et une fois que ça est fait, c'est bingo, vous avez tous les éléments qui sont réunis. Pour vous donner ici un exemple d'armature qui pourrait poser problème, je vais vous montrer ici une photo d'un chantier. Et vous voyez donc ici sur ces illustrations que toute la dalle ici, donc on est sur un plancher en fait d'un building, et la dalle est complètement recouverte, comme vous le voyez, d'armature, et sous l'effet de la chaleur et du poids,
bah, vous voyez qu'à un moment donné, il y a quand même un inconvénient à utiliser du béton par rapport à des poutrelles. Une poutrelle, elle partirait pas comme ça sous l'effet de son propre poids. Elle serait quand même rigide. Mais comme ici, vu que le bâtiment est tellement haut et tellement grand, bah, on n'a pas le choix d'utiliser autre chose qu'une structure en béton armé. Et là, bah, les armatures, à un moment donné, pliaient sous leur poids. Pour ce qui est des éléments, comme on le voit ici là-dessus, ben voilà, ça c'est un ascenseur. Donc ici on voit les deux entrées d'ascenseur et ici c'est l'armature pour la cage d'ascenseur. Ben, vous êtes d'accord avec moi que vu le nombre de barres, leur diamètre différent, les dispositions et les écartements différents, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. C'est pour ça que le premier inconvénient intervient parfois peut-être aussi là-dedans. Deuxième inconvénient que vous voyez ici, c'est que les armatures travaillent uniquement dans la zone de béton où elles se situent. La plupart du temps, les armatures sont dans les zones de traction, puisque c'est ce que notre béton en fait a le moins de facilité à reprendre, c'est la traction. La compression, le béton le reprend parfaitement. Mais c'est que pour ces notions d'armature, elles travaillent uniquement à cet endroit-là. Et donc, comme il est mis ici, que quand il y a des charges imprévues et qui ne sont pas dimensionnées à la base, alors là, dans ce cas-là, la manière dont la sollicitation de l'effort va se transférer dans la structure doit être reprise de la meilleure manière qui soit, même si ce n'est pas prévu. Donc heureusement, le béton, forcément, il y a une capacité à reprendre les efforts. La plupart du temps, c'est l'effort de poinçonnement ou l'effort tranchant qui n'a pas été dimensionné. Et si votre béton a été suffisamment bien coulé, il n'y aura normalement pas de souci à se faire dessus. Ou du moins, si même la fissure apparaît, elle mettra du temps à grandir et à complètement déstructurer l'entièreté de votre structure globale en béton. C'est ça l'avantage du béton, c'est qu'on voit la fissure apparaître et on a le temps d'agir. Sinon, ça devient plus compliqué. Alors, dernier inconvénient que vous voyez ici, que de manière générale, quand on dimensionne des armatures dans un élément en béton armé, il faut toujours avoir en tête qu'est-ce qu'on veut reprendre comme effort. Le béton armé, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut toujours se dire l'effort il va où et comment je vais le bloquer, avec quelle armature, dans quel sens, suivant quel diamètre. C'est juste ces questions-là qu'il faut chaque fois se poser. Une fois que vous avez ça en tête, normalement, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Alors, ici, si je regarde avec vous de manière distincte, les types de béton qu'on va rencontrer nous dans notre pratique, vous allez avoir le béton prêt à l'emploi ou le béton fabriqué sur chantier. Alors en Belgique, on imagine, maintenant c'est pas le cas dans toutes les maisons, mais que pour une maison unifamiliale courante, on met de l'ordre du point de vue des matériaux plus ou moins 40 mètres cubes de béton. C'est plus ou moins la moyenne. Ça va des clinkers sur béton dehors, à l'escalier en béton. Ça peut être les blocs, ça peut être la dalle, ça peut être les ourdis. Si vous faites le cumul de tous les matériaux en volume qu'on utilise en béton dans une maison, on est plus ou moins dans l'ordre de 40 mètres cubes. Alors sur un chantier, comme vous le voyez, une centrale nucléaire, on n'en construit pas tous les jours, je suis d'accord avec vous, mais on est de l'ordre de 1000 mètres cubes par jour sur un chantier de cette taille. Donc là, ça vous montre qu'on rentre dans une catégorie différente. Et alors sur la Belgique, pour tout ce qui est chantier, bâtiment, travaux publics, infrastructures ou autres, on tourne plus ou moins par jour aux alentours des 3000 mètres cubes. Ça peut fluctuer en bien ou en mal. En plein confinement, forcément, quand personne ne travaille, on n'est plus à 3000 mètres cubes. Et quand la reprise économique s'installe, là, vous êtes à beaucoup plus que 3000 mètres cubes par jour. Qu'est-ce qui va vous faire choisir le fait qu'on va prendre ce qu'on appelle la BPE, donc un béton prêt à l'emploi qu'on vient vous livrer sur site et que vous n'avez plus qu'à mettre dans l'espace qui est dévoué pour recevoir le béton, ou un BFC, un béton fabriqué sur chantier. Ce qui va vous faire choisir l'un ou l'autre, c'est d'abord le volume total de béton à produire. Si vous avez besoin de 50 mètres cubes, vous n'allez pas vous amener avec une fabrique complète de chantier où il y a le stockage du ciment, de l'eau, de l'adjuvant, de notre malaxeur, etc. pour 50 mètres cubes. Donc plus il y a un gros volume, plus il y a d'intérêt à aller chercher la BFC. Plus il y a un petit volume de béton à mettre, plus le BPE est intéressant. La durée ensuite du chantier peut amener, en fonction du volume, un choix préférentiel sur un béton fabriqué sur chantier. Si vous avez un chantier où il y a 3 immeubles
à construire et tout sera coulé sur place, ben, bien sûr, vous prenez un béton fabriqué sur chantier et pas un béton prêt à l'emploi, on s'entend, d'accord. Ensuite, il y a l'espace disponible sur le site, sur le chantier en lui-même. Si vous n'avez pas de place, ben, si tout est restreint, vous êtes en milieu urbain, c'est pas faisable quasi de mettre un béton fabriqué sur chantier. On essaye, dans la plupart des cas, dans le plan d'installation de chantier, d'aller nous créer vraiment cet espace pour aller mettre la centrale où il faut. Ce serait le plus bénéfique. Les disponibilités en matériel de l'entreprise et les besoins en production, ben forcément, est-ce que vous avez la possibilité au sein de votre entreprise d'avoir la création d'une centrale qui vous permettrait de fabriquer votre chantier, votre béton sur le chantier? Si vous n'avez pas le matériel, ben, regardez financièrement si soit le louer ou l'acheter, donc vous ne verrez pas moins cher ou plus cher que d'amener en continu les camions. Et comme je vous dis aussi, les besoins en production, soit moyenne ou en pointe, si vous avez besoin à un moment donné de beaucoup de béton, ben là il faudra alors essayer d'amener, en plus de votre béton fabriqué sur chantier, le béton prêt à l'emploi. Le béton arrive par des camions et puis on vous livre, si nécessaire, par une camion-pompe où on met le béton, par exemple, sur une dalle en béton tel quel. Alors il faut savoir qu'au total, à partir du moment où le béton est donné dans le camion, on a plus ou moins 1h30 pour le livrer, entre 20 et 25 degrés. À partir de 30 degrés, on estime que vous avez un petit peu moins d'une heure pour le livrer. Alors, il ne faut pas tomber sur un embouteillage en plein été, mais maintenant en Belgique, les jours où il fait plus de 30 degrés, je crois qu'à mon avis, il n'y en a pas plus de 15 ou 20. Hein. Et encore, à 15 ou 20, on bloque le pays, on arrête l'économie. Donc, c'est assez rare qu'on ait vraiment les températures de plus de 30 degrés telles quelles. Alors dans le béton prêt à l'emploi, on peut en avoir deux sous-familles. Le BCN, donc le béton à caractère normalisé, comme vous allez demander pour des dalles, des semelles, des voiles, pour, je sais pas moi, béton de pente, si vous voulez pour une toiture plate. Ça, c'est tout ce que vous allez avoir dans votre carrière la plupart du temps à demander. Les BCS, là, c'est vraiment pour des bétons à caractère spécifique, comme je prends l'exemple de la gare des Guillemins, où on voulait un béton avec une certaine texture et un certain niveau de blancheur. Là, c'est vraiment spécifique. Alors, forcément, le prix d'un béton prêt à l'emploi va dépendre du type de béton que vous demandez, de la quantité livrée, de la distance jusqu'au chantier à l'usine. Si l'usine sait vous le faire ou pas, ou si vous en demandez, je sais pas moi, 25 camions sur une journée, ben, il faut que l'usine soit capable de le faire. Si elle n'est pas capable, vous allez devoir demander une deuxième, ou vous allez pouvoir essayer d'avoir aussi un prix meilleur en fonction de la relation que vous avez avec lui. Mais souvent, en moyenne, on peut estimer qu'un C25-30 en camion toupie, comme celui-ci, vous tournez à peu près un peu plus des 100 € par mètre cube, hors TVA. Et si on est avec un C25-30 en camion pompe, ben c'est plus ou moins 130-135 hors TVA. Ça dépend des usines, ils peuvent vous le montrer aussi à un prix un C30-37. Et là, vous rajoutez quelques euros, 10-15 € en plus minimum pour un prix au mètre cube. C'est important d'avoir des ordres de grandeur de ces bétons pour votre pratique future. Savoir une idée de prix, c'est plus ou moins correct. Donc, comptez entre 110 et 140 € du mètre cube pour un béton livré sur site. Pour ce qui est maintenant de la fabrication des bétons prêts à l'emploi, comment est-ce qu'on les fabrique? Vous voyez ici, je vous ai pris l'exemple général d'une grosse centrale qui est le long d'un fleuve, où là, vous voyez, il y a tous les composants. Alors le premier composant, c'est qu'on amène les granulats par péniche, c'est le plus facile. Une fois que ces péniches sont arrivées, la grue va décharger à l'aide d'un grappin tous les compartiments pour les envoyer dans la zone de stockage en hauteur où chaque granulat sera dans un bac séparé. Vous avez sur la droite des silos où on a des ciments qui sont remplis quand ils deviennent un peu vides par des camions à ciment. Et c'est par pression pneumatique que dans le tuyau, le ciment remonte ici à l'intérieur des silos. Vous allez avoir ici donc la bande transporteuse qui va faire monter les graviers. S'ils ne viennent pas par bateau mais par camion, on va se servir de ce tapis-là pour faire monter les granulats jusqu'ici tout au-dessus. Donc on voit ici les péniches qui stockent et ici le début de la trémie. Vous allez avoir ensuite le malaxeur, donc la zone où vraiment tout va se passer pour les mélanges.
vous allez avoir l'eau qui va être livrée ici et qui peut servir pour les recyclages des bétons qu'on verra là-bas. Vous avez les adjuvants ici sur le côté et vous avez ensuite les recyclages de béton. Donc quand le camion arrive fin de journée et revient avec un surplus de béton, il décharge ces surplus dans ces gros bacs-là et on les utilise notamment pour faire des gros blocs en béton type Stablock, Maxiblock ou ce que vous voulez. Les gros blocs en Lego, c'est utilisé, c'est créé à l'aide des bétons qu'on a récupérés à la fin des journées des différents camions. Alors, ces stockages de granulats, comme je vous ai dit, ils peuvent être stockés au-dessus du malaxeur, mais ils peuvent être stockés aussi à même le sol. C'est faisable aussi, on n'aura pas une qualité extraordinaire, mais c'est faisable, c'est tout à fait envisageable. On peut les stocker donc via centrale ici, donc on retrouve la trémie, mais là on n'est pas le long de l'eau, on est sur un site de fabrication de chantier, de béton fabriqué sur chantier, et là vous voyez il y a des genres de petits containers, on va dire comme ceci, où chaque container a, comme vous le voyez, un diamètre préétabli de granulats, et c'est chargé à l'aide d'une chargeuse comme ceci, qui vient placer les granulats donc dans chaque bac, et en dessous de chaque bac, vous avez une petite trémie qu'on ouvre si on a besoin de, je sais pas moi, 600 kg de ça ou de ça. Et en dessous, vous avez une bande convoyeur, donc un tapis convoyeur ici qui roule, qui amène ça au point le plus bas, et du point le plus bas, ça fait monter ça par une crémaillère dans le malaxeur qui se situe là-dedans. Ça va ? Donc une fois que le malaxeur a agi, vous avez ici le camion qui est rempli. Et puis lui, il peut partir. Alors, comment est-ce qu'on commande un béton dans une centrale pour qu'il soit livré via un camion ? On doit respecter ce qu'on appelle la norme NBN 206. Alors la NBN 206 vous donne 1, 2, 3, 4, 5 points d'exigence qu'il faut demander. Donc il ne suffit pas de dire au gars à la centrale « Hello Jackie, qui est nouvelle, je voudrais bien te commander 10 mètres cubes, tu sais me le livrer pour demain. » Oui, ok, c'est bon. Non, il faut être capable de donner des caractéristiques d'exigence. La première en petit a, c'est ce qu'on appelle la classe dite de résistance. Ça veut dire qu'on doit donner une de ces familles ici à la personne. Donc on va dire, moi je veux un béton C1215 ou C4045 ou C90-105. À quoi correspondent ici les chiffres je vais prendre un C3037 qu'on utilise la plupart du temps ici dans les chantiers. 30, c'est en fait la résistance caractéristique sur cylindre. Et c'est 30 newtons par millimètre carré. Ça veut donc dire que si je produis un béton et je demande une classe A de résistance C3037, ça veut dire que sa résistance caractéristique sur un cylindre de 30 cm de haut et 15 cm de diamètre sera de 30 newtons par millimètre carré. Au-delà de 30 newtons par millimètre carré, il y a un risque sur un cylindre pareil que le béton ne casse. Ça va ? 30 newtons par millimètre carré, ça fait 3 kg sur 1 millimètre carré. Donc ça veut dire que vous mettez 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre sur la pointe de votre bic. Ce qui est quand même déjà conséquent comme poids. Je vois mal quelqu'un qui serait capable de porter sur la pointe de son doigt les 3 kg sur une toute petite partie à millimètre carré. Ça devient compliqué. Alors Y, c'est la caractéristique, la résistance caractéristique sur un cube qui fait 150 mm de côté ou 15 cm de côté. En pratique, il faut bien imaginer que ça, c'est des tests qui sont réalisés à 28 jours, à 20 degrés, sous eau. Donc le béton est conservé sous eau à 28 jours et 20 degrés. Et après, on fait le test et les 30 ou 37 interviennent à ce moment-là. En pratique, vous voyez que, allez, on va dire, les C810, les C1215 et les C1620, c'est vraiment ce qu'on appelle du béton maigre. C'est ce qu'on utilise sous les semelles de fondation quand vous allez devoir couler du béton pour vos semelles. Pour réégaliser un petit peu avec la nature du terrain, si vous voulez avoir quelque chose de plat, on va utiliser ces types de béton maigre. Le C2025, C2530, ça on peut les utiliser notamment aussi les C2025 pour des faux puits. Donc en fondation profonde, on utilise les faux puits et ce n'est pas des bétons de qualité extraordinaire. Mais vu qu'on utilise des gros massifs de béton, ça peut passer sans aucun problème comme une lettre à la poste.
Pour tout ce qui est bloc béton que vous allez faire pour vos maçonneries, c'est souvent du C2530 ou du C3037. Ça, c'est structurellement parlant ce que vous allez trouver pour les blocs béton, pour les fondations, pour des colonnes de maisons unifamiliales, pour des poutres de maisons unifamiliales, pour les linteaux, pour un peu tout ce qui concerne le béton traditionnel, c'est du C2530 et C3037. À partir de C35-45, C40-50, ça c'est ce qu'on va utiliser pour les planchers en béton, les ourdis ou les prédales. Au-delà de C45, 55, C50, 60, c'est pour des éléments de ourdis précontraints, de plus grande portée, avec des charges à reprendre très élevées. Là, on monte en qualité dans les types de béton. À partir, on va dire, les C60, 75, tout ce qui est là au-dessus, c'est les bétons de performance. Là, c'est des bétons fibrés, les BFUP, donc des bétons fibrés à ultra haute performance, qui peuvent quand même reprendre, je ne sais pas si vous imaginez, 11,5 kg sur 1 mm carré, avant que ça ne pète, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc, c'est vraiment les grosses familles qu'on va avoir avec le béton. Donc, ici, béton maigre, faux puits, maçonnerie, éléments béton de maison, fondation, c'est 30-37, éléments de structure. Tout ce qui est ourdi, prédale, prémur, c'est avec ces classes-là. À partir d'ici, c'est 60-75, béton précontraint, haute performance. Ça, c'est pour la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est les exigences qu'on dit de durabilité, qui dépend du domaine d'utilisation et de la classe d'environnement. Ça veut dire comment vous allez utiliser le béton et où vous allez le mettre. Le domaine d'utilisation, c'est comment je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre avec des armatures ou pas? Est-ce que c'est un BN1, un béton non armé ou un béton armé? Ou si c'est un fabriqué en usine et c'est un béton précontraint, ABP. Ça, c'est les trois domaines d'application pour la durabilité B1. Pour le B2, c'est ce qu'on appelle les classes d'environnement. Alors ces classes d'environnement, vous le voyez ici, vous avez une idée de plus ou moins pour un béton non armé, donc ce que vous avez ici, et un béton armé ou précontraint, ce que vous avez ici. Ça vous donne en fonction du type de béton la classe minimale de résistance qu'on demande, le nombre de kilos de ciment minimum par mètre cube demandé et le rapport maximum O sur ciment, E sur C. Si je prends ce qui est classique chez nous, c'est un EE3, donc c'est un béton qui est soumis au gel et en contact avec la pluie. Si je le veux en béton armé, le EE3, je suis la ligne et je vois ici, c'est un type de béton T050 où la classe minimum de résistance, comme je vous ai dit, c'est un C3037 avec 320 kg de ciment minimum par mètre cube de béton produit et on a un rapport E sur C, quantité d'eau 1, quantité de ciment comme vous le voyez, 2. Donc on a un rapport de 1,5, de 0,5 pour le rapport E sur C. Donc on met plus de ciment que d'eau dans ce type de béton. Et ça, vous pouvez le voir, c'est pour toutes les classes d'environnement que vous voulez. Vous avez toutes les caractéristiques. Donc elles sont toutes placées ici. Et toutes ces classes d'environnement, vous les avez en application ici sur l'élément. Par exemple, je sais pas moi, EE1, c'est enterré, pas de gel. EE1, il suffit de remonter au-dessus, EE1, pas de gel, soit en béton non armé, c'est ça, soit en béton armé ou précontraint, c'est ça. Et vous voyez que toutes les classes sont mises en environnement ici, telles quelles pour vous. Alors, la troisième exigence, c'est la classe dite de consistance, avec la classe d'affaissement en cône d'Abrahams, donc où on prend ici une éprouvette qui fait donc 20 diamètres inférieur et 10, au niveau de son ouverture circulaire au niveau supérieur, et 30 cm de haut. On met le béton dedans quand il est livré, on lève le cône et on regarde de combien en distance ça s'affaisse. En fonction des distances d'affaissement, on a la classe de S1 à S5. Plus ça s'affaisse, plus on va vers un S5, plus forcément le béton sera liquide. Moins il s'affaisse, plus il sera, entre guillemets, rigide. Donc ça, c'est le test au cône d'Abrahams où on met le béton, on le pilonne un petit peu, à ras, on lève et on mesure de combien on a l'affaissement.
pardon, l'avant-dernière exigence D, c'est la dimension maximale des granulats utilisés dans votre béton en millimètres. Il faut savoir que la série la plus couramment utilisée pour les bétons, c'est des diamètres 8, 16, 22 et 32. Alors, c'est des dimensions maximales recommandées, la plus élevée possible. Donc, il faut savoir que 1/5 de l'épaisseur minimale de l'élément que vous allez faire en béton, sauf pour des couches de compression, où vous prenez 2/5. 3/4 de l'écartement minimal vous donnera le Dmax maximal recommandé. Ça va ? Donc là, l'écartement minimal des armatures, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, je considère souvent que 3 cm, c'est vraiment l'espace minimal, minimum qu'il peut y avoir en deux armatures. Donc là, on prendra bien évidemment pas des 32, des 22, voire des 16 ou des 8 pour garantir que le béton passera bien entre deux barres qui sont très très fort rapprochées. Alors l'épaisseur d'enrobage des armatures, ça vous permettra d'avoir, en prenant des diamètres petits, une parfaite armature enrobée de votre béton. Alors il existe aussi des bétons, comme vous le voyez, avec des particularités spécifiques, où là, c'est la dernière partie, c'est vraiment les exigences dites complémentaires, c'est la classe E. Donc là, si vous commandez un béton, je vous prends par exemple un béton à caractère spécifique. Là, vous avez la classe de résistance, c'est le critère de l'exigence A. Le domaine d'utilisation et la classe d'environnement, c'est pour la durabilité. Là, c'est pour ce qui est la consistance, donc la classe de consistance, ici S4, F4. Le Dmax pour les granulats et l'exigence particulière, je veux que le béton soit blanc. C'est ce qui a été demandé notamment, comme vous le voyez ici, pour des éléments en béton pour la gare des Guillemins, où là, on a fait appel à une blancheur spécifique de votre béton, que ce soit pour les murs de quai, escaliers ou même pour le parking que vous voyez là-bas. C'est spécifique, donc c'est pour ça que c'est un béton à caractère spécifique. Je vous ai pris ici la fiche date déjà d'un petit temps, donc on a tendance à relever un peu plus les exigences maintenant. Mais ici, vous voyez que pour chaque domaine d'utilisation, que ce soit fondation, des caves, des structures portantes en béton vers l'extérieur, ou des dalles de sol, routes, etc., vous voyez lesquels types de classe A vous avez besoin, de classe B que vous avez besoin, des classes de consistance et des diamètres max utilisés. Vous pourriez dans certains cas remplacer les C25-30 par des C30-37. Ça dépend si les surcharges sont élevées ou pas. Mais ceci vous donne déjà un bon exemple de ce que représenteraient les différentes familles de béton à utiliser dans la vie courante de tous les jours. Si vous voulez ici un autre exemple de commande de béton à caractère normalisé, vous voyez ici on a la classe de résistance, AC35-45, la classe de durabilité, la classe de consistance, le diamètre max, et on veut qu'il soit plus pompable parce que on veut qu'il soit fluide et que c'est dans des coffrages spécifiques très durs à placer du point de vue manuel le béton. Donc on veut qu'il soit par exemple pompable. Je vous ai pris l'exemple ici de coffrage avec une poutre, vous voyez, où à la place de se le taper au seau, on peut se le faire livrer, la quantité n'est pas énorme, il faut mieux essayer de coupler ça avec une autre partie de votre béton, mais c'est faisable ici si votre béton est pompable. Alors comment est-ce qu'on vous livre ce béton prêt à l'emploi? On le livre via, comme vous le voyez, des camions toupies qui peuvent faire au maximum jusqu'à la centrale 50-70 km, c'est vraiment le max qu'on pourrait se donner là-dessus. Si on va faire une plus grande distance, on met un retardateur de prise dans le béton. Et quelles sont les dimensions de camion, on a des 5 mètres cubes, des 8 mètres cubes et des 10 mètres cubes. À partir de 8, si on va au-delà de 8 mètres cubes dans la cuve, on met alors la cuve sur un plateau remorque, parce que sinon c'est trop lourd. Et on dépasserait alors dans ce cas-là, avec toute la structure de la caisse du camion, les 40 tonnes maximales pour le charroi routier ici en Belgique. La cuve, comme vous le voyez, a un système d'hélice qui vient chaque fois malaxer le béton à l'intérieur. Et cette cuve fait 1,7 fois le volume de béton nécessaire, puisque votre cuve est souvent inclinée, comme vous le voyez. Donc il faut un volume un petit peu plus grand que ce qu'il y a réellement dedans de béton. Alors ici, je vous ai parlé des questions qu'on va se poser sur les capacités à commander ces bétons. Donc quels sont les éléments que je dois prendre en compte quand j'emploie une pompe à béton, donc qui va aller pomper le béton du camion pour aller le mettre à l'arrière de la maison, si vous faites une dalle ou peu importe où ailleurs, si vous êtes sur des planchers dans des buildings.
ben, vous devez réserver la pompe 48 heures à l'avance. Ça, c'est la première chose. Et que dans votre plan d'installation de chantier, ben, vous devez prévoir l'emplacement, puisque vous allez avoir la pompe à béton et le camion à béton. Donc vous allez avoir 2 camions les uns sur les autres. Donc il vous faudra au minimum, comme vous le voyez, 8 mètres sur 5 qu'il faudra prévoir comme encombrement routier. Si vous êtes en ville, ben là c'est une demande de police à faire à l'avance pour savoir si oui ou non vous pourrez bloquer la circulation sur telle dimension. Si vous êtes au fin fond de la Cambrousse ardennaise, à part les sangliers, vous n'allez pas avoir une manifestation de marcassin ou de belette pour 2 camions stockés sur le bas à côté d'une route, je vous rassure. Alors forcément les dimensions dépendent du camion. Hein. Si vous prenez un camion de 8 mètres cubes, c'est plus grand qu'un camion de 5 mètres cubes, on s'en doute. Et les tuyauteries sont à prévoir bien évidemment à l'avance pour éviter de perdre le temps. Qu'est-ce qu'on va prendre comme temps pour commander notre béton? Béton normalisé, c'est 24 heures à l'avance minimum, et un béton spécifique, là c'est 48 heures à l'avance. Qu'en est-il de l'ajout des eaux sur chantier? Il faut toujours respecter la marque Bénor, qui est une marque de qualité, sur des exigences spécifiques au béton, pour la durabilité, la résistance et la consistance, mais que si vous rajoutez de l'eau à l'œil avec un tuyau d'arrosoir, vous risquez simplement de diminuer la résistance finale de votre béton, de détériorer le rapport ressourcé et d'amener la gélivité qui peut vous créer des fissures par les phénomènes de retrait, puisqu'il y aurait trop d'eau dans l'élément. Donc ça, vous perdez votre marque Bénor, et donc il faut vraiment faire attention sur l'ajout d'eau sur le chantier, parce que normalement votre béton arrive prêt tel quel. Après, rien ne vous empêche de préparer un petit peu votre chantier, s'il fait très très chaud, d'asperger un petit peu de l'eau sur votre coffrage pour éviter que l'eau dans le béton soit directement absorbée par le coffrage sec. Ça, c'est pas problématique en soi. Maintenant, il ne faut pas faire une piscine non plus, mais vous pouvez le faire. Ça, c'est tout à fait envisageable et réalisable. Mais je parle vraiment d'ajouter de l'eau dans le béton quand il sort du camion. Là, c'est problématique. Là, il faut vraiment essayer d'éviter cela. Ça va? Alors, pour ce qui est ici du temps qu'on met pour vider un camion, en moyenne, on estime, comme vous le voyez, c'est 5 minutes par mètre cube. Souvent, on estime qu'un camion toupie, quand il vient, on compte une demi-heure pour décharger un 5 mètres cubes et une demi-heure pour arriver, faire ses manœuvres. Puis quand il a fini, il nettoie sa goulotte, il nettoie ses éléments, il range son camion et puis il repart. C'est vraiment le minimum que vous pourriez avoir sur 1 heure dans votre planning de chantier. Alors sur les types de camions qui sont les camions livreurs, donc il y a les camions toupies, donc où le béton est ici à l'intérieur, hein, ça va donc de 3 à 12 mètres cubes maximal, de 26 à 32 tonnes. Et quand est-ce qu'on les utilise? Quand il y a un chantier qui est facile d'accès et la zone de bétonnage est proche du camion. Et on se sert de la petite goulotte ici. Si par contre la zone de déchargement est un peu plus loin, là on peut utiliser ce qui s'appelle un tapis convoyeur, où c'est un peu plus petit, mais on peut avoir la capacité de faire descendre le béton sur un tapis. Si maintenant on doit bétonner en hauteur, assez haut, là on utilise un camion pompe qui va pomper le béton qu'on lui mettra d'un camion toupie et par le bras amènera le béton en hauteur. Vous le voyez, on peut aller verticalement jusqu'à 52 mètres et horizontalement jusqu'à 48 mètres. Donc le béton peut être amené à un endroit qui est beaucoup plus éloigné du site que l'on imagine. Il existe les deux, donc un camion toupie avec pompe, ça se fait aussi, les deux sont intégrés l'un envers l'autre. Alors, pour ce qui est du tapis convoyeur, comme je vous ai dit ici, vous allez avoir un tapis qui va être mis ici, tel quel, et qui va être téléguidé par une personne qui a des télécommandes ici, donc on le voit un petit peu là-bas, où le gars il a sa télécommande, et il dirige un petit peu son tapis comme il veut. Donc, replier, c'est comme ça, et déplier, c'est comme ceci. Et donc, là, on peut aller sur maximum 16 mètres, et on peut rayonner à l'arrière sur plus ou moins 280 degrés, presque même 300 degrés. Ça s'est déchargé 45 mètres cubes à l'heure, mais voilà, c'est vraiment dans des capacités maximales de chez Maximal. Souvent, c'est quand même un petit peu moindre, bien évidemment, là-dessus. Alors, la vitesse de la bande transporteuse, on tourne plus ou moins à 3 mètres par seconde au maximum, et on peut aller jusqu'à 8 mètres
de hauteur de déchargement. Donc on peut plier, comme vous le voyez, les éléments ici, je vais vous montrer après. Donc voilà à quoi ça ressemble, et voilà les éléments dans lesquels on peut faire. Donc si par exemple vous avez une petite fosse, on peut faire passer le tapis au-dessus de la fosse et bétonner. Si vous avez votre camion, on peut l'amener ici en hauteur à l'intérieur du bâtiment, et on peut même coffrer et amener le béton dans votre coffrage ici au-dessus. Ça peut passer au-dessus d'obstacles ou même décharger ici tout en bas. Ça va, je vais vous montrer ici une petite vidéo qui l'explique. J'espère que la qualité sera suffisante. Après cette vidéo, donc vous voyez qu'ici on a le camion toupie avec pompe. Donc lui c'est la toupie où le béton est dedans et il peut directement pomper de la toupie vers le bras de la flèche pour l'amener où vous voulez. Alors forcément les longueurs verticales et horizontales sont moins grandes que le camion pompe en lui-même. Mais voilà, ça reste tout à fait convenable pour un camion classique qui doit avoir les deux fonctions l'une envers l'autre. Alors quand est-ce qu'on va utiliser ce système-là? On va l'utiliser quand on a une grue qui est par exemple utilisée à autre chose pour de la manutention et qui ne sait pas vous amener un cuffard rempli de béton à l'endroit où vous voulez. Donc on peut avoir 3-4 éléments. Ici il y en a 1, 2, 3, 4 qui amènent le béton où vous le souhaitez. On peut passer, comme vous le voyez, au-dessus de bâtiments, c'est tout à fait faisable. Donc là, c'est les deux en un. Le camion, il a et le béton et la pompe pour vous livrer l'élément ici tel quel. Alors ici, au niveau des hauteurs verticales, comme je vous dis, ça va de 22 à 29 mètres. Et en profondeur, vous pouvez descendre aussi à presque 12 mètres, voire jusqu'à 17 mètres. Et en horizontal, à plus ou moins de 18 à 25 mètres. Ça, c'est ce qui est quand même avantageux pour pouvoir aller bétonner où vous le souhaitez, comme vous le voyez là-dessus. Pour ce qui est maintenant du camion pompe, donc lui il ne transporte pas de béton, il ne transporte que ses bras articulés, mais par contre on va le mettre derrière un camion à béton qui lui amènera, comme vous le voyez là-dessus, le béton, et ce sera pompé par, comme vous le voyez, le bras blanc qui amène ça et ça passe ensuite à l'intérieur des bras rouges. Donc là vous le voyez, le camion toupie est là, ça décharge à l'arrière, ça lance le camion dans les 4 bras et vous le voyez, ça descend à l'endroit voulu. Alors, il existe aussi, non pas sur camion, mais ça c'est plutôt des pompes à béton qu'on met sur des bâtiments, des pompes à béton sur un mât stationnaire qu'on appelle. Donc ça, on n'est plus sur les camions, on est sur une pompe, mais qui reste sur le bâtiment et qui monte au fur et à mesure de l'évolution du bâtiment. Pour vous donner une image, ceci c'était la construction de la Tour des Finances à Liège. Là au-dessus, on a, comme vous le voyez ici, un mât stationnaire. Et donc, ça monte au fur et à mesure du bâtiment. Et le béton, on l'amène par en dessous avec une pompe. On fait monter ça dans la cage, si vous voulez, d'ascenseur, qui était vide à l'époque. Et le béton sort là et ça permet de couler le béton pour faire chaque fois des niveaux de plancher en béton les uns sur les autres. Alors, on les retrouve sur les constructions de building, comme je viens de vous montrer là. Mais on les utilise aussi sur des barrages. Ou sur même la construction de grandes dalles, par exemple pour des centrales nucléaires. Ça peut être faisable. Ceci, forcément, n'est pas dans la même catégorie. C'est des bras 1, 2, 3, 4, qui peuvent aller quasi jusqu'à 50 mètres. Donc vous avez des diamètres de coulage de 100 mètres. En rayon, bien évidemment, enfin en diamètre plutôt, mais avec une surface circulaire. Mais c'est déjà pas mal si vous devez bétonner un élément spécifique. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas oublier quand vous avez coulé votre béton, c'est que vous allez devoir le vibrer pour le densifier. Alors cette aiguille vibrante, c'est ce qu'on va utiliser une fois que le béton est coulé. On va essayer de respecter un minimum de 15 cm dans la couche compactée pour vibrer l'entièreté de votre béton frais et faire le lien avec la couche en dessous. Et on estime que le rayon d'action porte plus ou moins entre le rayon spécifique R, qui est donné dans la fiche technique, et 1,5 fois 50% supplémentaire à ce rayon-là. Retenez souvent que c'est plus ou moins, allez, on va dire, 30-40 cm, plus ou moins tous les trous que vous allez devoir faire. Alors le principe du vibrant, c'est que vous avez une masse excentrée avec plus de masse d'un côté que de l'autre, et c'est ça qui crée la vibration dans votre tuyau. Forcément, il ne faut vraiment pas toucher les coffrages ni les armatures. Et si vous touchez l'un des deux, de toute façon, vous l'entendrez direct, ça fait un boucan de Dieu le Père, donc vous le sentirez. Alors, il ne faut pas laisser trop longtemps l'aiguille vibrante, sinon forcément, vous allez créer une ségrégation, donc une sorte de javanet de béton, si je peux m'exprimer ainsi, où vous allez avoir des phases différentes entre la phase liquide et solide.
Alors pousser le béton, ça sert à rien, il vaut mieux, comme on dit, faire planter votre aiguille vibrante au fur et à mesure pour avoir quelque chose de stable, entre guillemets, et de dense. Si vous laissez votre aiguille vibrante trop longtemps, ben là forcément dans un béton durci ou déjà prêt à être pris, vous allez faire un trou et une cavité, et là c'est très très problématique. Alors sur certaines fiches techniques, ici, c'est de chez Imer, ils vous donnent par exemple une notion de rendement par heure que vous pourriez avoir en utilisant tel ou tel type d'aiguille vibrante, avec des diamètres spécifiques. Donc vous voyez, comme je vous dis, le rayon c'est souvent 30, 40 cm, vous pouvez monter à 40, on va dire 50 ou 60. Si vous retenez que vous les mettez tous les 40 cm, vous dépliez votre double mètre 2 fois, vous avez 40 cm et vous clapez votre aiguille vibrante quasi presque à chaque fois tous les 40. Alors quand vous avez des pièces à béton à produire, il existe des vibreurs de coffrage qui vont vibrer les coffrages et faire en sorte que l'entièreté de votre béton dans le coffrage soit parfaitement vibrée. Ça c'est pour ce qui est quand on a des prémurs très longs ou des murs pleins en béton à préfabriquer longs, on utilise, comme vous le voyez, des grandes dalles métalliques vibrantes qui vont lisser et complètement vibrer l'élément. Ici c'est encore une autre type de dalle vibrante avec des ressorts qui vont permettre de vibrer complètement le béton. Ça c'est ce qu'on appelle les tables vibrantes. Donc vous voyez, c'est des cames qui tournent et en tournant, vous voyez que des fois ça fait lever avec la came la table, ça continue à tourner, la came descend et ça fait descendre. Au fur et à mesure de monter et descendre, ça crée une vibration et cette vibration densifie votre béton. C'est ce qu'on utilise quand on doit fabriquer des voiles béton avec 2 vibreurs de côté ici et là, ou quand on doit fabriquer des blocs. On a les coffrages, on remplit de blocs à ras-bord, on presse, on vibre, on sort les moules et les blocs sont construits. Alors quand vous avez des grandes surfaces comme des routes ou des ravelles ou des trucs ainsi, si vous voulez vraiment que ce soit bien lisse, il existe des vibreurs de surface, donc qui sont des grandes lattes comme ceci en alu. Si on travaille sur site pour créer des bermes en béton ou des barrières New Jersey, on peut les faire avec carrément des machines sur roues où on vient injecter le béton ici en dessous et la forme de la berme est déjà faite avec le béton qu'on coule dedans. Et en même temps on avance et ça vous crée la forme. Alors si on doit faire maintenant des routes en béton ou des sous-couches en béton comme on peut faire en Allemagne, on jette le béton frais là-dedans. Il est mangé par une vis sans fin qui va l'étaler sur toute la largeur. Il y a une première cloison qui va créer un sort de bourrelet pour donner déjà une pré-hauteur à la couche de béton. Une aiguille vibrante à l'avant. Ce qu'on appelle la caisson d'extrusion, ça veut dire qu'il va limiter la hauteur de béton. La poutre de lissage qui va donner un aspect lisse. Et en fait ce qu'on appelle le super smoother qui est une genre de gros surf ou de snowboard si vous voulez, qui va passer partout sur le béton et lui donner un aspect lisse dans ce sens-là. Et là, vous pouvez aller de 1 mètre à la largeur de votre route qui peut faire plus de 10 mètres. En vrai, ça ressemble à ça. Vous voyez, on a le gros béton ici. On a notre ami Jackie qui regarde pour voir si c'est bien mis. Puis, vous avez là-dedans, on ne le voit pas, la vis sans fin qui va étaler le béton. Et vous avez à chaque fois les éléments ici qui sont les éléments en première instance qui vont bloquer la première partie du béton pour lui donner après une vibration pour le rendre le plus, on va dire, dense possible. Donc vous voyez que on peut avoir des largeurs qui dépassent sans aucun problème les 8-10 mètres et ça avance sur chenille comme vous le voyez. Derrière vous avez la poutre ici en blanc avec le super smoother, donc qui est vraiment l'élément qui va être guidé sur toute la longueur de la poutre à l'arrière pour donner un aspect lisse. Et au pied, il y a encore des gars derrière qui vont lisser si nécessaire. Ça va? Donc ça, c'est vraiment, classiquement parlant, ce qu'on peut utiliser pour créer les notions de route en béton avec des vibreurs qui sont mis à l'intérieur. Si on doit créer des caniveaux en béton sur des routes ou les bermes New Jersey ici, on peut le faire avec ces éléments-là. On peut imaginer faire un système de courbes où vous avez donc votre camion toupie qui injecte au fur et à mesure que la machine avance. Vous avez les vibreurs, et là après votre béton prend la forme que vous voulez, vous n'avez plus qu'à enlever les petites ébavures si nécessaire. Alors on peut régler aussi le système à la dimension qu'on veut, c'est le moule qui prend la forme de la bordure, et vous avez une balise GPS qui permet vraiment de guider avec le laser et la station totale l'entièreté des machines. Et là, vous paramétrez tout, et si c'est fait correctement, tous les éléments sont faits pour être mis en place
l'un avec les autres. Ça va? Donc, voilà, ici, vous voyez, vous pouvez faire des doubles cuves ici pour les éléments, voire encore des bermes ou les notions même des caniveaux ou des filets d'eau que vous avez là. Et ça, c'est le tapis convoyeur qui amène le béton frais dans votre machine. Voilà, ceci clôture la première partie de notre cours ici.